L'agence Mangeot Associés existe depuis, je ne peux dire bientôt 40 ans, mais depuis 38 ans. Une longue histoire. Moi, j'ai démarré associé à un architecte qui effectivement était plus âgé et avait une plus d'expérience que moi. Et donc, suite à cette association, on a après développé le concept de Mangeot et Associés. Donc, dans le médico-social, on est présent depuis 38 ans maintenant. Et donc, l'agence est composée de différents collaborateurs qui sont tous architectes. L'organisation de l'agence n'est pas cloisonnée comme beaucoup d'autres agences. Le but de notre agence est de donner à chaque collaborateur un projet et de le mener du début jusqu'à la fin. Ça veut dire de la première conception, de l'esquisse, jusqu'à la réception du bâtiment. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est essentiel. C'est le vrai métier d'architecte. Après, notre expertise dans le secteur médico-social, c'est effectivement cette notion d'architecture thérapeutique que nous avons en fait pas inventée, mais on a constaté cette notion au fil de nos différentes réceptions de bâtiments. Alors, la différence essentielle entre l'hospitalier et le médico-social, c'est que l'hospitalier, c'est à ce que le patient en fait reste le moins longtemps dans le bâtiment. Alors que le médico-social, le résident est là pour y vivre et pour y vivre longtemps. Et ça explique les différences fondamentales dans la conception des établissements en fonction des handicaps. L'axe de réflexion principal est le bien-être des résidents ainsi que le confort des travailleurs dans l'établissement. Et ça, c'est une notion aussi qui est très importante, c'est des gens qui vivent dans l'établissement et des gens qui travaillent. Et donc, les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes pour les uns et pour les autres. Alors, architecture thérapeutique, c'est peut-être un peu abusif, mais c'est plutôt une question qui me pose. Puisque scientifiquement, rien n'est prouvé, ce serait bien difficile de le prouver, mais on se permet d'employer ces termes parce qu'on a constaté, nous, dans les établissements qu'on a réalisés, que les résidents eux-mêmes nous indiquaient que leur taux de prise de médicaments était vraiment très très réduit, pour certains même jusqu'à 50%. Comme ça, c'est quand même un résultat que nous on apprécie vraiment beaucoup et qui nous favorise dans notre démarche. Après, il faut noter un petit peu les différences dans les différents types de handicaps. On a toutes sortes de handicaps. On s'adresse à des handicapés moteurs, ou mentaux, ou légers, ou très lourds. Et donc on inclut aussi les maisons de retraite puisque c'est un type de handicap. Mais chaque handicap après est reflété par un type d'établissement et les types d'établissements sont vraiment très nombreux. Donc on peut vous en citer quelques-uns. Alors des établissements avec hébergement qui sont des femmes, des masses, des EHPAD, ou sans hébergement, des IME, des IMP, des IMPRO, des ESAT, des PASA, des SAVS et autres. Donc ça c'est très important de savoir qu'il y a beaucoup d'établissements mais qui correspondent à un type de handicap. En tout cas, on a une sélection. Alors effectivement, c'est très compliqué, mais notre métier, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on va percevoir des établissements qui vont vraiment être adaptés au handicap. Et des handicaps qui vont être très différents, que ce soit mental ou moteur, donc lourd ou plus léger. Et après, il y a en fait différents types d'établissements, donc où on a de l'hébergement intégré dans l'établissement, ou il y a l'hébergement en pavillon. Alors par exemple, on a après dans les établissements avec hébergement, on a des organisations de type hospitalier. Donc là, je crois qu'on a quelques exemples.
Par exemple, on a fait une masse à Gouvieux, vous voyez l'image. Donc là, on a vraiment une organisation hospitalière dans le sens qu'on a le poste de soins qui est vraiment au centre de l'établissement. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, il y a une vision sur les couloirs des unités de vie. Ça, c'est très important dans la conception. Et là, on a affaire à des handicaps très lourds. Et donc, c'était vraiment une demande du maître d'ouvrage d'avoir cette vision panoptique sur les circulations pour justement pouvoir aider les résidents en cas de besoin. Ça aussi, c'est une architecture de type hospitalière où on a regroupé 2 établissements, un FAM et une masse. Et là, c'est effectivement le type plus classique avec le système de patio. Ensuite, on a là des organisations aussi plus classiques avec une circulation des chambres, etc., avec des locaux communs au centre. Toujours, alors ça, effectivement, toujours une notion plus classique avec des chambres et des circulations, mais là on a des locaux communs et des locaux de service qui sont au centre des unités de vie. Et on commence à voir des séparations jour et nuit dans l'unité de vie. C'est-à-dire que de côté chambre, bien sûr, c'est la nuit. Et après, de l'autre côté, on a les espaces de vie commune de l'unité de vie. Et qu'on peut mutualiser, je ne sais pas si vous voyez à l'angle, on ne peut pas vous montrer, à l'angle des unités de vie, on a des espaces communs qu'on peut ouvrir et donc avec des systèmes de panneaux mobiles. Après, donc là, c'est un projet qui est très intéressant, qui était pour des épileptiques sévères, où là, effectivement, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on a 4 unités de vie. Et ces unités de vie sont conçues comme des grands appartements avec un côté nuit, un côté jour, peut-être que vous voyez donc sur le plan, des espaces communs entre les 4 unités, et après donc les locaux de service et logistique. Et ce qui est très intéressant dans ce plan, et ce qu'on a développé, ce que vous voulez qu'on développe le maître d'ouvrage, c'est ce qu'on appelle une gradation d'intimité. C'est-à-dire que quand on sort de sa chambre, on fait partie d'un bloc de 5 chambres. Et quand on va aller dans les espaces communs de l'unité de vie, on va être avec 10 personnes. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais on a des espaces communs des unités de vie qui peuvent être réunis simplement par une porte qui est au centre. Et donc, ça nous permet d'être avec 20 personnes. Et quand on continue le cheminement vers le centre du bâtiment, on a des locaux d'activité où là, on peut être 40 personnes. Donc ça, c'est une notion qui est très importante et qui était essentielle dans ce programme. C'est ça comme exemple. Alors ici, c'est un EHPAD où on a affaire à des unités de vie protégées. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'une unité de vie protégée. Donc les résidents, malheureusement, ne sont pas suffisamment autonomes pour pouvoir sortir. Et là, on a lié 3 unités de vie qui en même temps peuvent communiquer entre elles. Ça veut dire que je peux vivre dans mon unité de vie avec des espaces communs, mais en même temps, éventuellement, aller dans l'unité de vie voisine et dans l'autre aussi. Et donc, on a tout le bloc droit du plan où on a 3 unités de vie qui, en fait, communiquent ensemble et ont quelques espaces communs. Donc là, on recrée en fait un bloc unité de vie avec des espaces communs, des salons, salles à manger et quelques bureaux. Voilà. Et en même temps, il y a une espèce de perméabilité avec l'autre unité de vie voisine. Alors ici, c'est intéressant ce plan. On voit sur cette opération à côté d'Évreux, on voit des systèmes pavillonnaires où là, par contre, dans les pavillons, on a uniquement de l'hébergement, juste un salon, et après, tous les lieux de vie communs sont vraiment au centre du bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le plan, c'est assez lisible. Avec un grand espace central, on verra des photos tout à l'heure, avec une verrière, des salles à manger, et après des espaces de kiné, etc. Et donc là, la notion était plus de vivre ensemble. Donc, je vais dans ma chambre, dans un pavillon, et après, je retourne dans les espaces communs, et là, tout le monde est ensemble.
Encore un cas différent. Vous voyez que chaque fois, on vous dit bien sur les plans la différence de conception entre les différents établissements. Et ce plan est très intéressant parce qu'il s'agit de handicapés vieillissants et qui ont toujours vécu ensemble. Et donc cette unité a été construite justement pour leur retraite et aussi malheureusement leur fin de vie. Et l'idée du maître d'ouvrage a été à ce que chaque résident qui dans sa chambre puisse rester en contact du groupe puisqu'ils se connaissent depuis toujours. Et donc là, on voit que ça a été conçu pour que depuis le lit, il puisse rester en contact auditif avec les résidents de groupe qui sont dans les espaces communs qui sont centraux. Je ne sais pas si vous le lisez bien. Mais aussi visuel. C'est-à-dire que certaines chambres, depuis le lit, peuvent avoir une vue sur l'espace central. Une place qui est très particulière, c'est d'avoir vraiment les locaux communs et les chambres qui sont construites autour. Ce plan est vraiment très très particulier. Oui, je peux vous dire qu'il marche très très bien, puisqu'encore la semaine dernière, j'étais sur le site. Et c'est vraiment assez extraordinaire. Je crois que c'est vraiment une très belle réussite. Ça a été fait depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, les unités de vie s'organisent de plein de sortes différentes. On en a vu quelques types. Donc, on a parlé tout à l'heure d'organiser comme un logement, comme un pavillon, ou en unité de vie sécurisée, c'est un petit peu ce qu'on a vu qui est un petit peu plus hospitalier. Même si on commence avec les exemples, donc ça c'est le cas un peu classique avec effectivement des chambres, une circulation et des espaces communs qui sont centraux, et après on peut descendre à 2 étages où il y a effectivement 2 espaces communs. On a quand même une liaison verticale qui existe avec un grand escalier et un grand atrium. Donc ça c'est une unité de vie dont je vous ai parlé tout à l'heure pour des épileptiques, où on avait donc développé une relation d'intimité que j'ai évoquée tout à l'heure. Et par contre, là on voit bien l'idée, c'est de retrouver, un espace familial, une domesticité, et donc d'avoir des résidents qui se retrouvent un petit peu comme chez eux, avec des locaux communs quand on rentre chez soi, avec un salon, une salle à manger, un office, et après une zone nuit où il y a des chambres. Alors ça, c'est l'exemple qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Par contre, là, on a voulu séparer l'hébergement, vraiment signifier ça par de l'hébergement en pavillon, c'est-à-dire qu'on est bien qu'il y a un pavillon et juste un local commun, qui est un petit salon, et après on va dans le pavillon central, où là on a toutes les activités communes, avec la salle à manger, un espace central où on peut y vivre, et l'espace qui est. Donc vous voyez que la conception est très différente à chaque fois, et que l'architecture est là pour justement bien exprimer ces différences de fonctionnement, mais aussi qui impliquent un mode de vie différent. Donc ici, l'établissement dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit que là c'est très différent. Je ne vais pas revenir dessus, mais ce qui est très, très important ici, c'est de bien comprendre que les espaces de vie communs sont donc centraux. On voit là le petit office au centre, qui tout d'un coup oriente les espaces. Donc à côté de l'office, on a forcément la salle à manger. Après, on a un salon qui se développe avec une belle terrasse. Il faut savoir que là, ce bâtiment-là, il a été conçu comme ça parce qu'il donne une très belle vue sur une vallée très lointaine. Donc c'est pour ça que vous voyez que chaque chambre a une vue sur la vallée. Et donc, il faut savoir aussi qu'il y a un seul niveau et que donc l'espace central est toujours éclairé naturellement par une différence de niveau. Et donc là, tout l'espace central est éclairé naturellement d'une manière très douce et vraiment très très agréable. Alors ici, c'est un peu plus compliqué au niveau du plan. On a donc 3 unités de vie sécurisées pour personnes âgées. Mais l'idée reste un petit peu la même, en sachant qu'on a des chambres et donc des espaces communs, en sachant qu'on a 3 unités de vie d'environ 10 lits, je crois, avec un salon, une salle à manger, et après d'autres espaces communs qui sont sur la gauche du plan, avec donc des salons de bien-être, vaccinés, de la balnéothérapie, qui, ces locaux-là, sont communs aux 3 unités.
Donc ce qui est intéressant de ce plan-là, c'est qu'on est dans un espace sécurisé, une unité de vie sécurisée. En même temps, on a une certaine fluidité, une certaine liberté. Déjà, liberté qui est donnée par les espaces, accès aux espaces extérieurs, mais aussi fluidité pour peut-être faire des activités avec l'unité de vie qui est la voisine. Donc comme ça, on peut développer une unité, des unités et encore des espaces communs. Donc on ne reste pas uniquement dans son unité comme ça pourrait être le cas pour un PASA. Un PASA, c'est jamais évident parce que c'est assez petit. Donc il faut savoir qu'un établissement comme cela, c'est vraiment comme une petite ville ou même à l'image d'un hôtel. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'hébergement, on va avoir des espaces de vie, des salles d'activité, des bureaux médico-sociaux, de l'administration et de la logistique. Et dans la logistique, on va aussi avoir une cuisine, une buanderie, des locaux de stockage, de la maintenance, etc. Donc après, il faut bien organiser ces locaux pour que, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour que les résidents se sentent chez eux et que les gens qui travaillent, ils se sentent bien pour travailler. Ça veut dire d'avoir des locaux ergonomiques et bien pensés dans les trajets. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir vraiment des flux les plus courts possibles pour aller d'un espace à l'autre. C'est Champagnol, un EHPAD, où là on retrouve des lieux de vie avec le restaurant, la salle à manger, la cafétéria, le salon. Vous avez une image qui va avec. Ici on retourne à Port-Télébré avec un espace central qui est le lieu de vie. Nous, on fait la fête de Noël, on fait le Nouvel An, voilà, c'est l'espace de vie central. Donc ici, on retourne à Champagnol avec des espaces de vie collective dans les unités de vie. On reconnaît là les activités collectives et les salles à manger avec quelques bureaux. Ici, à Fontenay-les-Brie, vous avez quelques photos où on voit les salles d'activité. Donc là, ce qui est intéressant sur ce plan-là, c'est que vous avez deux types de salles d'activité. Donc celles qui sont en position centrale entre les unités de vie. Là, on va appeler ça des unités de vie ludiques. Elles sont placées là justement parce qu'elles sont entre les unités de vie et à proximité des unités de vie. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, pouvoir faire des activités. Vous voyez la photo en bas où on voit des ballons, donc c'est de l'activité ludique, on fait de la gymnastique, c'est un petit peu en self-service, on y va comme on veut. Et par contre, ce qui est en haut à gauche du cliché, c'est une salle d'activité. Vous voyez la photo en bas à droite. Et là, par contre, c'est très intéressant et elle a été implantée à l'extrémité du bâtiment, puisque là, ce sont des activités manuelles de sous-traitance que certains résidents peuvent pratiquer. Et donc, c'est très intéressant pour inculquer le rythme quotidien aux résidents. Et c'est pour ça qu'elle est placée à l'extrémité du bâtiment. Ça veut dire que c'est le rythme du travailleur. Ça veut dire qu'il va se lever le matin et il va aller au travail. C'est-à-dire qu'il va, il ne voit pas très bien sur le plan, mais il va aller à l'extérieur du bâtiment et il va aller travailler. Et vous savez que pour un résident, en général un résident handicapé, son idéal, c'est de faire comme tout le monde, c'est de travailler finalement, de faire comme tout le monde, c'est de se lever le matin et aller à un horaire, et faire son travail, et après revenir le soir, etc. Et donc c'est pour ça que cette seule activité a été placée à l'extrémité du bâtiment, pour qu'effectivement il puisse faire ce trajet depuis son unité de vie, il va travailler et il revient. Donc deux notions très différentes, très intéressantes sur les salles d'activité, les activités ludiques et activités de travail. Et ça, c'est très important dans le mode de vie du résident, sachant qu'ils vivent ici toute l'année et toute la journée. Donc là, on a identifié les salles d'activité communes pour les unités de vie sécurisées. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on a des salles d'activité qui sont communes aux 3 unités sécurisées, avec des salles de bien-être, de balnéothérapie, et aussi là, donc, du médico-social, qui sont communs aux 3 unités.
Ici, on passe dans la partie médico-sociale, par exemple à Fontaine-les-Brie, où on a les bureaux de psychologues, les médecins, les kinés. Là, on voit une balnéothérapie qui est à l'extrémité du bâtiment, et aussi un logement d'accueil des familles. Donc vous avez une très belle photo de la balnéothérapie. Et justement, si je peux dire un mot sur cette photo de balnéothérapie, c'est que nous, on tient toujours à traiter une balnéothérapie comme un espace ludique, bien qu'effectivement, on travaille avec un kiné, c'est de la rééducation. Ici, il faut que ce soit traité comme un espace ludique, c'est-à-dire qu'on a envie d'y aller. Et donc, vous voyez qu'il y a des corps qui sont quand même assez soignés. Et aussi le traitement des vues sur l'extérieur. Vous voyez qu'il y a une vue, il y a un petit château, la vue extérieure. Donc, c'est très agréable. C'est plus au niveau d'ordre du spa que de la balnéothérapie où on va travailler côté médical. Ici, à Champagnole, on a le côté administratif. Donc, il y a une part toujours de bloc administratif dans tous ces établissements-là, qui est important. Donc, en général, bien qu'il y a d'autres habitudes, mais en général, on les place près de l'entrée, puisqu'il faut quand même avoir un contrôle sur ce qui se passe dans l'établissement, à l'entrée et la sortie, avec l'accueil et souvent le directeur. Avec ici, on a un petit accueil des jours en plus. Toujours dans le même établissement, la partie justement administration, avec une salle de réunion. Et là, vous voyez que la salle de réunion est quand même bien traitée au niveau décoration. Et on peut aussi voir qu'il y a un traitement sur l'éclairement naturel dans l'établissement, spécifiquement celui-là qui est très important, puisqu'on a deux types d'éclairage, un en façade et un en toiture, puis vous avez un très bon éclairage de tous les locaux. Mais je ne vais pas développer l'éclairement naturel maintenant, parce que ça peut être un petit peu d'eau pour us. Ici à Champagnole, donc là on commence à entrer dans les espaces logistiques. Et donc je ne sais pas si vous arrivez à identifier, mais on fait des grandes cuisines. En fait, ce qu'on appelle une grande cuisine, alors c'est un terme de sécurité incendie, mais on fait une grande cuisine dans des établissements comme ça. C'est-à-dire qu'on fait la transformation des produits pour les qualités gustatives, c'est quand même indispensable. Et donc d'un côté on rentre les produits, de l'autre effectivement les produits sortent. Et avec ici en plus de ça c'est une cuisine centrale avec de l'export. Mais vous avez aussi une buanderie, je ne sais pas si vous pouvez l'identifier sur le plan, différents locaux de stockage, de la maintenance, des locaux techniques. Donc là vous avez un exemple de cuisine. Donc là c'est notre exemple qu'on a pris, c'est Fontaine-les-Brie. On a une cuisine de production, là, je crois qu'on était à 400 ou 500 repas jour. Donc vous avez une vraie cuisine professionnelle. Hein. C'est la transformation, c'est comme dans un hôtel ou à la restaurant. Je pense que c'est très important d'avoir des locaux agréables, bien soignés au niveau de la décoration, de l'éclairement naturel, etc. Alors, pour les résidents, mais aussi ce qui est très important, que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est aussi pour les gens qui travaillent dans l'établissement. C'est-à-dire que travailler dans un endroit agréable, les gens ont envie de venir travailler. En plus de ça, des locaux qui sont ergonomiques, ça facilite le travail. Et donc, si on gagne du temps au travail, on a plus de temps pour s'occuper des résidents. Et c'est quand même le but du travail de ces gens-là, c'est effectivement de passer du temps avec les résidents et pas se coigner entre les différents matériaux et matériels parce que ça ne marche pas, parce qu'il faut faire des kilomètres pour aller chercher quelque chose. Et donc là, on a travaillé ici, c'est très intéressant ces photos, on voit qu'on a travaillé l'éclairement naturel, je vous ai un petit peu parlé. Donc c'est l'éclairement naturel, mais c'est aussi... donc là, on voit deux expositions, hein, c'est primordial. C'est-à-dire qu'on a une exposition principale avec des vues sur l'extérieur. Et mais sur vues sur l'extérieur aussi, c'est très important, puisque la majorité des résidents restent beaucoup à l'intérieur de l'établissement. Ils sortent quand même assez peu. Donc déjà, voir sur l'extérieur, c'est important. Après, on peut aussi parler des espaces extérieurs qu'on peut aménager. Et ça, je peux vous citer un petit exemple justement sur une masse. J'ai eu affaire à un résident qui m'a expliqué qu'il était tellement heureux d'être là, ou voir cet établissement-là, d'être dans cet établissement-là, puisque lui, il était en établissement des bus à l'essence.
Et on avait organisé à l'extérieur des cheminements spécifiques pour pouvoir circuler en fauteuil roulant, parce que là, dans l'établissement, toutes les résidences sont en fauteuil roulant. Et je peux vous dire qu'il avait des larmes aux yeux en me disant c'est la première fois que je peux sortir d'un établissement et être en contact avec la nature. Ça, c'est quand même important. C'est quand même... Alors ici, on voit, ils ont même un jardin, un petit jardin thérapeutique, tu peux aller faire quelques petites plantations, etc. Donc le confort de l'établissement, c'est la lumière, c'est l'acoustique, c'est la taille des locaux aussi, donc comme ça, il faut bien le gérer. Il faut savoir que dans certains cas de handicap, si le local est trop grand, le handicapé va avoir peur de rentrer dedans. S'il est trop lumineux, lui, il va pas vouloir rentrer dedans. Et l'essentiel aussi, ça c'est pratiquement pour tous les établissements, c'est la gestion de l'acoustique qui est vraiment, je veux dire, essentielle. Tout locaux qui résonne, un brouhaha qui va se développer, c'est vraiment très très néfaste. Et ça c'est vraiment valable pour tous les établissements. On a ça, et oui, c'est une très belle image là pour le traitement des espaces extérieurs. Là, c'est un EHPAD jumelé avec un phare. Et on voit justement, là, on a créé un petit jardin thérapeutique, un potager, et donc on joue aussi au bout à l'extérieur. Et ça, c'est l'essentiel. Malheureusement, dans les budgets, c'est souvent oublié. Mais bon, on fait des efforts pour ça. Voilà. Même ça. Cette image-là, je dirais, c'est plutôt pour... ça, c'est un EHPAD, donc développer l'image plus hôtelière que l'EHPAD qui est moche et vieux. Donc là, on a envie d'être sur la terrasse et profiter du paysage. Voilà, donc si je peux conclure, effectivement, le logo apparaît bienveillant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est se mettre à la place du résident et être bienveillant avec lui. Et ça, je dois dire que c'est au contact des différentes associations avec qui on a travaillé depuis bientôt 40 ans qui nous ont appris ça. Je n'ai pas répondu pas bienveillant au départ, mais c'est vraiment l'essentiel de notre expérience médico-sociale qui est quand même... qui est là depuis maintenant plusieurs années, et qu'on retrouve, je voudrais le signaler, puisque dans le remède de bras, je reçois des associations, et qu'on retrouve vraiment dans toutes les associations avec qui on a travaillé, c'est vraiment le but, c'est plutôt le bien-être du résident. Même si dernièrement, il y a eu des affaires avec différentes organisations qui ne pensaient pas au bien-être des résidents, moi je peux vous dire que les associations pour qui on travaille, ils ont toujours ça... en préoccupation principale. Je pense que c'était bien de préciser.